et messieurs, bonsoir et merci de regarder votre Web TV généraliste La Matrix. Merci de regarder l'émission présidentielle 2025. On vous dit tout. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Jonathan Tutumgom, universitaire, acteur politique. Également Jonathan Tutumgom, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation afin que nous puissions mettre le marqueur sur l'organisation prochaine de l'élection présidentielle cette année 2025 au Gabon, mais une élection qui mobilise déjà sur le terrain au regard de ces marches de soutien, d'appel à la candidature du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, organisée samedi dernier sur l'ensemble du territoire. Dans cette émission, on va décrypter donc les enjeux de cette élection présidentielle, de cette probable candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema et les différents points de vue en rapport avec cette candidature, puisqu'on sait qu'il y a une frange de l'opposition gabonaise qui appelle à une non-participation de Brice Clotaire Oligui Nguema à cette élection présidentielle, quand les soutiens de l'actuel président de la transition, eux, se font de plus en plus audibles et appellent donc à une candidature du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais avant, je vous propose de regarder ce reportage retour sur la journée du samedi dernier dans la ville de Makoko, où les populations se sont mobilisées afin de mener cette marche d'appel à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Une marche de soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle de 2025 vient d'être organisée à Makoko, capitale provinciale de Logoué-Ivindo. Cette marche, qui a débuté à l'esplanade du gouvernorat de Makoko, s'est achevée à la place des fêtes. Débutée par l'hymne national et 3 motions de soutien. D'abord la motion de soutien de la représentante des jeunes qui dit ce qui suit. Sortir les jeunes de la précarité à travers les recrutements dans les forces de défense et de sécurité. L'organisation des concours d'entrée dans les écoles nationales, l'ouverture des recrutements dans la fonction publique et surtout l'achèvement des travaux de réhabilitation de l'école de santé de Makoko. La responsable des femmes n'a pas manqué de saluer les nominations des femmes ogivines, leur poste de responsabilité ainsi que des réalisations concrètes sur le terrain. Considérant les nominations suivantes au poste de responsabilité des femmes de Logoué-Ivindo, Madame Bienna Alphonsine, Priska Koolène, Chantal Mebale. Sans oublier les nombreuses réalisations sur le terrain. Nous, femmes de Logoué-Ivindo, appelons à la candidature du général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le compte de l'élection présidentielle 2025. Le président des notables de Logoué-Ivindo est revenu sur les projets initiés par le chef de l'État. Considérant la libération plutôt de notre pays, le Gabon, le 30 août 2023, par le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son compagnon. Considérant avec fierté la reprise des travaux de construction du tronçon de route au Vam Makoko, constatant la livraison du tronçon de route Koumameyon-Boué, rendu praticable en quelques mois après un calvaire de plus d'une décennie. Constatant les nombreux autres chantiers initiés dans la province de Logoué-Ivindo, avec un impact social certain. La coordinatrice au sortir de cette marche a déclaré que les Ogivins ont adhéré depuis longtemps parce que Logoué-Ivindo est une province qui a été un peu oubliée. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du président Oligui, on s'est rendu compte que les choses vont aller dans un avenir qui nous promet beaucoup. Parce que le fait qu'il soit même venu passer le 31 à Makoko a fait en sorte que les Ogivins adhèrent sans faille à sa soutenance. Notons que cette marche s'est achevée sans incident majeur. Voilà, Jonathan Tutumgom, vous venez de regarder cette marche dans la ville de Makoko, capitale provinciale de Logoué-Ivindo, où plusieurs Gabonais se sont donc mobilisés afin de pouvoir participer à cette procession qui avait donc pour objectif de lancer un appel à candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette marche a été organisée de façon synchronisée à travers les 9 provinces du Gabon.
Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris qu'il y a eu ces mobilisations à travers le pays pour un appel à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'élection présidentielle de cette année 2025? Bon, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le ciel de l'Équateur. Il fallait s'y attendre. Il faut s'attendre aussi à ce que d'autres acteurs politiques voient leurs partisans lancer des appels à candidature. Mais ceci est particulier parce qu'il s'agit du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a réalisé un coup de libération avec ses frères d'armes depuis le 30 août 2023. Et je pense qu'il bénéficie à ce propos d'un capital sympathie assez important au niveau du pays, au-delà de quelques errements, quelques hésitations qu'on peut observer ici ou là dans la réalisation de certains projets. Mais je dois reconnaître que le président Oligui Nguema bénéficie d'un capital sympathique très important dans le pays et je pense que c'est ce qui a justifié que ses partisans organisent cette marche d'appel à la candidature. Ceux qui estiment que le président Oligui ne devrait pas se présenter ont peut-être leur raison, ils s'appuient peut-être sur certains arguments, des arguments qui sont balayés d'un revers de main par ceux des Gabonais qui estiment que le président Oligui devrait pouvoir poursuivre l'œuvre qu'il a entamée depuis le 30 août et surtout depuis son discours mémorable le 4 septembre 2023 lors de son investiture. Donc tout cela, moi je l'ai vécu à travers les médias, les réseaux sociaux. J'ai regardé, vous savez que je me suis engagé aux côtés du CTRI et du président Oligui pour d'abord lors du dialogue national inclusif qu'il a convoqué avec le CTRI pour dessiner les nouveaux contours institutionnels du Gabon. Mais ensuite, je me suis engagé au niveau du processus référendaire dont l'aboutissement est intervenu le 16 novembre 2024 en me situant du côté du oui pour l'adoption du projet de la nouvelle constitution. Et donc, de ce point de vue, j'ai voulu aussi observer pour regarder, parce que pour l'instant, le président Oligui n'a pas fait acte de candidature. Le moment venu, on verra, on se prononcera. Mais justement, qu'est-ce qui peut expliquer cette mobilisation que certains estiment être une mobilisation spontanée, notamment pour les organisateurs de la dite marche, même si, évidemment, qu'on émet des réserves sur le caractère spontané, sachant que cette marche a été organisée de façon synchrone, ça a été synchronisé, ça a été organisé le même jour, quasiment aux mêmes heures sur l'ensemble du territoire. Donc personne ne croit à l'argument du caractère spontané de la marche. Justement, c'est ce qui peut... Vous savez, il faut être un tant soit peu objectif, même si nous soutenons le président de la République, chef de l'État, mais à un moment donné, l'objectivité ou bien l'honnêteté scientifique m'oblige à reconnaître que ça n'a jamais été une marche spontanée, parce que les individus ne peuvent pas penser de la même manière, le même jour, à la même heure, à des endroits différents. Ça veut dire qu'il y a une main organisatrice ou bien il y a des mains organisatrices derrière. Et c'est ce qui justifie le caractère synchrone de cette marche. Bien malin qui pourrait croire au caractère spontané d'un tel événement. Si tant est qu'il y a eu un maillage territorial de la dite marche, ça s'est organisé quasiment partout, sur toute l'étendue du territoire, au niveau des capitales provinciales, au niveau des capitales départementales. Donc, de ce point de vue, personne ne doit être naïf de croire qu'il n'y a pas des mains organisatrices derrière cette marche. Donc, de ce point de vue, et l'honnêteté scientifique m'oblige à enlever le caractère spontané d'une telle marche. Peut-on s'interroger justement sur le timing, sur le fait que cette marche-là soit organisée au mois de janvier, début de l'année 2025, sachant que le processus d'adoption du nouveau code électoral n'était même pas encore abouti, puisque au moment de l'organisation de la marche, et jusqu'à ce jour d'ailleurs, je crois que la version finale de ce nouveau code électoral n'a pas encore été rendue publique. Bon, vous savez, nous sommes en politique
Et les gens qui n'ont pas une boule de cristal devant eux, mais lisent quand même l'accélération des événements. À peine on a fini le référendum, le président de la République a nommé un nouveau comité constitutionnel national pour pouvoir élaborer le nouveau code électoral, ce qui est normal, parce qu'à partir du moment où les anciens textes avaient été mis en berne, après le coup de libération du 30 août 2023, donc je pense que nous sommes en 2025, c'est l'année qui doit marquer la fin de la transition. Or, le nouveau code électoral étant en élaboration et que le président de la République, le CTRI, le gouvernement avaient donné à ce comité rédactionnel un délai de 10 jours, je pense. Et puis, avec l'annonce de la convocation du Parlement en session extraordinaire pour jeter un regard sur ce nouveau code électoral, je pense qu'il y a des esprits malins qui pensent que l'élection présidentielle pourrait se dérouler très rapidement parce que le CTRI nous a habitués jusque-là au respect du calendrier, au respect du chronogramme de la transition. Donc si vous voyez la fin de l'élaboration et l'adoption du nouveau code électoral, nous sommes à la fin du mois de janvier, quasiment, et que finalement il y a janvier, il y a février, mars, avril, jusqu'en août, le mois qui est censé connaître l'épilogue de la transition. De ce point de vue, nous pensons que l'élection pourrait se dérouler, l'élection présidentielle pourrait se dérouler bien avant août, puisque si on organise l'élection présidentielle en août, sans avoir organisé les élections législatives et locales, ça voudrait dire que la transition pourrait se prolonger au-delà du mois d'août. Donc pour respecter, comme nous l'a habitué le CTRI, comme nous l'ont habitué le CTRI, le gouvernement et le président de la transition, pour respecter le chronogramme de la transition, je pense que l'élection présidentielle pourrait être décalée pour faire en sorte qu'on ait d'abord l'élection présidentielle et peut-être au cours du mois de juillet ou du mois d'août qu'on ait l'organisation d'une élection, des élections législatives et locales afin de démarrer finalement l'année politique, la rentrée politique au mois vers octobre 2025 avec un nouveau gouvernement issu du processus électoral. Donc c'est ce qui peut expliquer le fait que certains très rapidement lancent des appels à candidature de la part de leurs favoris. C'est le cas des partisans du président Oligui Nguema qui ont lancé donc cet appel à candidature. Et surtout que, bon, vous remarquez une certaine pression que subit aujourd'hui le président de la part de ce qu'on peut déjà considérés comme ses opposants, qui estiment qu'il ne devrait pas être candidat au regard des textes de l'Union africaine, notamment la charte sur la démocratie de l'Union africaine, au regard aussi des velléités au niveau des Nations Unies. Mais je dois signaler que le texte de l'Union africaine n'avait pas encore été ratifié par le Gabon, mais ne peut donc pas s'imposer dans la hiérarchie des normes juridiques de notre pays. Mais en plus, bon, il s'appuie en même temps sur le discours prononcé par le président de la République lors de son investiture le 4 septembre 2023. Et puis la question de la charte, c'est-à-dire ils estiment que la loi n'étant pas rétroactive, le président Oligui avait été ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense et qu'à ce titre, la charte interdit à tout membre du gouvernement de pouvoir se présenter à l'élection. Voilà un certain nombre d'arguments évoqués par ceux qui estiment que le président Oligui ne devrait pas être candidat. Mais vous savez, la question de la candidature du président Oligui est à la fois une question de souveraineté, une question d'ordre juridique et puis une question d'ordre politique aussi. Donc ça dépendra de quel côté on voudrait se situer. Est-ce que la volonté populaire, si elle s'exprime, n'est pas au-dessus des considérations purement juridiques et politiques? C'est selon. Donc je pense que tout cela justifie à ce que les partisans du président Oligui
prennent le taureau par les cornes, se mettent en avant tout de suite pour appeler leur champion à se porter officiellement candidat. Vous venez de parler de volonté populaire, Jonathan Toutoum-Ngom. Justement, nous avons baladé nos micros dans les rues de Libreville, la capitale du Gabon, afin de recueillir l'avis de Librevillois sur cette probable ou éventuelle candidature de Brice Clotaire au Ligui Nguema lors de l'élection présidentielle de cette année 2025. On regarde. Je suis pour ceux qui sont qui l'exhortent à se présenter à la prochaine élection présidentielle. S'il le souhaite, donc la décision lui revient. C'est ça c'est mon avis. Mais sincèrement, le dessein de le voir être président est vraiment sollicitable. Ça, je voterai pour lui, ça je vous le garantis, parce que l'idée est là. Il y a longtemps, ça nous a manqué. C'est un peu le référentiel, je dirais, celui qui parle de Gabon d'abord. C'est vrai que je n'ai pas vu Léomba, mais il rappelle le discours de Léomba, Gabon d'abord. C'est vrai que dans la traçabilité, il essaie de faire comme Omar, qui a voulu le faire autour des années 80. À mon humble avis, je dirais que non, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand on est appelé à servir sous le drapeau, on y reste. C'est vrai, il peut se présenter s'il veut bien, mais je pense que ce n'est pas bon. Pour moi, c'est mieux qu'il parte avec les honneurs. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà la reconnaissance du pays tout entier. Ça ne sert à rien de briguer un mandat présidentiel. Si la Constitution lui permet d'être candidat, anyway. De toutes les façons, c'est la Constitution qui décide. Si la Constitution le lui permet, c'est la Constitution qui est le juge, c'est tout. Voilà. Voilà, vous venez donc de regarder ce micro-trottoir dans les rues de Libreville. On a vu qu'une majorité des Gabonais s'exprime donc et appelle à une candidature de Brice Clotaire au Ligui Nguema ou appelle Brice Clotaire au Ligui Nguema à être candidat à cette élection présidentielle pour le compte de cette année 2025. Ça semble être le sentiment partagé sur l'ensemble du territoire. Jusque-là, depuis le coup d'État, le coup de libération du 30 août 2023, vous l'aviez dit d'ailleurs en début de l'émission, le président de la transition, le président du CTRI, le chef de l'État, semble encore jouir d'un véritable capital sympathie auprès des populations. Absolument. Je pense qu'au regard de... selon l'élément que nous venons de suivre, vous voyez bien que, bon... la question de la candidature du président au Ligui Nguema ne se pose pas auprès d'un grand nombre de la population. Il n'y a qu'au niveau de la classe politique qui semble être divisée à ce sujet entre ceux qui estiment qu'il ne doit pas être candidat. Mais si on faisait un sondage objectif, je pense que la majorité des Gabonais voudrait voir le président au Ligui Nguema poursuivre l'œuvre entamée. Est-ce que vous pensez que d'ici à l'organisation de cette élection présidentielle, il y ait davantage de Gabonais qui se radicalisent ou qui estiment que Brice Clotaire au Ligui Nguema n'est peut-être pas l'homme de la situation au regard de certaines récriminations qui sont faites, de certaines limites aux carences observées dans certains secteurs d'activité dans notre pays. Il y a des affaires qui ont défrayé la chronique, notamment ce qui concerne les malversations financières dans certaines entreprises publiques ou parapubliques. Il y a certains ministres, après le remaniement du gouvernement Raymond Dansima, gouvernement 3, qui auraient été ou qui ont été auditionnés par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Il y a le fait que certaines institutions financières internationales, dont la Banque mondiale ou l'OFMI ou la BAD, aient gelé les décaissements vis-à-vis du Gabon. Donc, est-ce que vous pensez que ces différents cas évoqués ne peuvent pas déteindre de façon négative sur le président de la transition? Ce que les Gabonais pourraient répondre à cette question, j'essaie de me mettre de leur côté, ce qu'ils pourraient, ils pourraient vous dire que rien n'est nouveau sous le ciel de l'Équateur, comme je vous l'ai dit. À quelle période il n'y a jamais eu de détournement de deniers publics? À quelle période il n'y a jamais eu de distraction de l'argent public dans les entreprises étatiques ou para-étatiques? Est-ce que ça veut dire que la situation devrait absolument rester en l'état? Non. Autant
il y a eu ces errements par le passé, autant il y en a maintenant. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut toujours corriger certaines choses. On voit la volonté avec laquelle le président Oligui souhaite que la justice s'applique. Mais je dois reconnaître qu'il y a quelques erreurs, par exemple, lors de la formation du gouvernement dont vous venez de parler. Lorsqu'on sait qu'un ministre est soupçonné de s'être enrichi illicitement et que l'on forme un nouveau gouvernement, vous ne le reconduisez pas au niveau du gouvernement. Vous le mettez d'abord hors du gouvernement pour qu'il se mette à la disposition de la justice. Parce que qu'est-ce qui peut se passer si effectivement les ministres qu'on soupçonne de s'être enrichis illicitement, si les enquêtes qui sont diligentées s'avèrent être positives, c'est-à-dire si les fautes pour lesquelles ils ont été convoqués sont confirmées, que les enquêtes prouvent qu'effectivement il y a eu enrichissement illicite, ça va poser un problème au niveau du gouvernement. Parce que soit ces ministres doivent démissionner, soit on les débarque du gouvernement pour qu'ils se mettent à la disposition de la justice. Et finalement, ça va donner l'image d'un gouvernement instable. À peine formé, on sera obligé de remanier. Je pense qu'il a fallu que si 2 ou 3 ministres sont soupçonnés ou bien sont présumés coupables d'actes de détournement, qu'on les mette en dehors du gouvernement pour qu'ils répondent de leurs... Enfin, pour qu'ils prouvent leur innocence. Parce que jusque-là, ils ne sont pas condamnés. Ils sont soupçonnés de s'être enrichis, ce qui n'est pas encore prouvé. Mais je pense, dans ce cas d'espèce, autant les mettre à la disposition de la justice jusqu'à ce que la preuve de leur culpabilité ou la preuve de leur innocence se manifeste. Mais lorsque vous formez un nouveau gouvernement, alors que vous savez que tel ministre sont soupçonnés de s'être enrichis de manière illicite, ou bien d'avoir détourné des deniers publics, ou bien d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à des distractions des deniers publics, et que vous les reconduisez au gouvernement, mais ça pourrait gêner l'image du gouvernement, parce que si les enquêtes se révèlent être... disons, si les actes se révèlent être prouvés, si on prouve ces actes-là, finalement, ces ministres pourraient sortir du gouvernement, alors qu'il n'a pas fallu les reconduire sans que les enquêtes n'aient connu un aboutissement d'un côté comme de l'autre. Donc, de ce point de vue, c'est quand même des erreurs d'appréciation politique qu'il ne faut pas commettre. À partir du moment où un compatriote ou 2, 3 compatriotes sont soupçonnés de s'être égarés par rapport aux normes de gouvernance, il faut d'abord les mettre à la disposition de la justice. Je ne dis pas les emprisonner, mais faire en sorte qu'ils s'expliquent, que les enquêtes suivent leur cours, et à partir du moment où ces enquêtes les auraient blanchis, le président de la République, le Premier ministre sont susceptibles de les rappeler au gouvernement. Mais si ces enquêtes aboutissent, quitte à la justice de faire son travail, mais si vous les reconduisez au gouvernement et vous laissez à ce que les enquêtes se poursuivent. Maintenant, si ces enquêtes prouvent qu'effectivement les faits pour lesquels ils ont été convoqués sont avérés, à ce moment-là, ils démissionnent ou bien vous les débarquez. Vous serez obligé de remanier le gouvernement quelques jours ou quelques semaines après sa formation. Je pense que ça pourrait donner l'image d'un gouvernement instable, et ce n'est pas bien pour le pays. Maintenant, au-delà de ça, au-delà de tout ça, on a connu des personnalités qui se sont amusées avec des deniers publics. On a connu des entreprises qui ont battu de l'aile. Ça ne peut pas entamer aujourd'hui le crédit sympathique du président Oligui au sein des populations, pas au sein de la classe politique ou au sein de la classe intellectuelle. C'est beaucoup plus à ce niveau, ou bien à ces deux niveaux, le niveau intellectuel, le niveau politique, que ces récriminations sont faites. Mais au niveau de la population lambda, elles retiennent d'un Oligui Nguema le libérateur. Et je pense que pour l'instant, le président Oligui conserve encore son capital de sympathie. Même si certains pensent que sa cote de popularité a baissé, moi je n'ai aucun institut, je n'ai aucun résultat d'un institut de sondage qui peut nous aider à mesurer la chute de la cote de popularité du président Oligui. Parce que si vous allez dans les villages aujourd'hui, vous allez dans les provinces, on vous parle d'Oligui qui
aura libéré le Gabon. Voilà ce que je retiens. Alors, est-ce qu'il y a donc une forme de décalage entre les principaux centres urbains ou bien la capitale, Libreville, qui accueille plus de 3/3 de la population gabonaise et le reste du pays sur cette question? Non, mais sur cette question, qui vous dit que les 3/3 de la population du pays qui resteraient dans les centres urbains, tous posent des problèmes en ces termes-là? Non, mais d'ailleurs, on a vu le reportage tout à l'heure, le micro-trottoir, où la majorité s'est inscrite en faveur de la candidature d'Oligui. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je pense que au-delà peut-être de quelques écueils juridiques ou de quelques écueils politiques, mais la population, pour l'instant, au moins une bonne partie, sinon la majorité de la population, ne retient pas cela. Cette population a souhaité que le président Oligui se porte candidat à la magistrature suprême, et c'est ce que nous devons retenir. Mais maintenant, il appartiendra, par exemple, aux instances de juger de la recevabilité ou pas de la candidature du président Oligui. Je pense qu'il y a des instances appropriées en la matière, notamment la Cour constitutionnelle. En tout cas, à partir du moment où il y aura le dépôt, l'appel au dépôt des candidatures, et si le président Oligui manifeste la volonté de se soumettre au verdict des suffrages de ses compatriotes, et qu'il y a d'autres compatriotes ou des partis politiques ou des associations qui estiment qu'ils ne devraient pas le faire, je pense qu'il y aura des recours en annulation ou en confirmation des candidatures qui auront été déposées. Il y a des instances prévues pour cette instance-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, je vous l'ai dit, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect théorique, il y a l'aspect de la souveraineté dans la possibilité ou pas de la candidature du président Oligui. Et si tel est que la volonté populaire s'impose à tous, parce que les lois sont faites par des hommes et pour des hommes, et que la volonté populaire prime, le peuple est souverain. Et si ce peuple souverain décide dans sa majorité que le président Oligui soit candidat... Arrêtons-nous sur ces points que vous venez de soulever. Je crois que vous avez quelque peu effleuré ces différents points en entame de l'émission en rapport avec ce que disent Est-ce que je dois parler de conventions? En tout cas, le Gabon a ratifié certaines conventions internationales, notamment en ce qui concerne l'Union africaine. Certains opposent justement à Brice Clotaire Oligui Nguema ces conventions ratifiées par le Gabon qui interdiraient à un auteur de coup d'État, un auteur de coup d'État de pouvoir briguer un mandat présidentiel au sortir de la période de la transition. Mais je vous ai parlé du principe. Il y a le principe d'autodétermination. Vous savez, le peuple est souverain. Le Gabon peut décider de sortir d'une institution internationale, mais le Gabon ne peut pas décider de se séparer de son peuple. Si telle est que la volonté populaire, dans sa majorité, veut que le président Oligui soit candidat, quel que soit le texte ratifié par le Gabon, mais je pense que la volonté populaire devrait s'imposer. Il y a la primauté de la population, la primauté de la volonté populaire. Donc, de ce point de vue, je pense qu'à un moment donné, c'est le point de vue des Gabonais qui devrait primer, qui devrait s'imposer par rapport à un texte. Parce que les populations gabonaises pourraient aussi répliquer à l'Union africaine que où étiez-vous, où était l'Union africaine lorsque les élections étaient tripatouillées au Gabon? Où étiez-vous lorsque le Gabon connaissait des lendemains post-électoraux très chahutés, avec des dégâts matériels, avec des morts, que ce soit en 1993, en 1998, en 2005, et pire encore en 2009, et surtout en 2016. L'Union africaine n'avait rien fait, malgré la ratification des textes par le Gabon. L'Union africaine n'est jamais venue protéger le peuple gabonais. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est la volonté, la question de la souveraineté qui devrait s'imposer. Et la souveraineté, c'est le peuple qui l'exprime. Et si ce peuple, dans sa majorité, veut que le président Oligui soit candidat, je ne vois pas en quoi un texte ratifié ou pas de l'Union africaine pourrait empêcher cela. Alors, il y a
également opposé au président de la transition. On l'a dit, ce discours du 4 septembre 2023 lors de son investiture au palais de la présidence de la République, lorsqu'il disait rendre le pouvoir aux civils après la transition. Les opposants à Brice Clotaire Oligui Nguema, évidemment, tiennent mordicus à ce que le chef de l'État respecte cette parole donnée. Il y a une interprétation à faire au niveau de ce texte. Rendre le pouvoir aux civils ne veut pas forcément dire qu'on organisera une élection, le militaire qui se retire pour donner le pouvoir à un candidat civil qui se serait présenté. Ils sont combien? Il y a une interprétation. L'interprétation peut être aussi de nature à faire croire que bon, j'ai pris le pouvoir de manière extra-constitutionnelle, mais je rends le pouvoir aux civils dans la mesure où ce sont les civils, c'est le peuple qui devra reprendre son pouvoir, de pouvoir se choisir un nouveau président. Ça aussi, c'est une autre interprétation. Mais j'en veux un peu à l'entourage du chef de l'État, notamment ceux qui ont rédigé ce discours. C'est vrai qu'on était dans l'euphorie du coup d'État et qu'il y a certaines phrases qu'on ne met pas dans les discours parce que ça prête à confusion. Et là, la confusion s'est installée parce que le président Oligui a dit qu'il rendra le pouvoir aux civils au terme d'une élection transparente, crédible et démocratique organisée. Mais l'interprétation peut être faite de plusieurs manières. Moi, je peux interpréter cette phrase comme étant la possibilité pour le président Oligui, qui a pris le pouvoir de manière extra-constitutionnelle, de donner ce pouvoir au peuple gabonais de se choisir un nouveau président. Ça, c'est une interprétation. Mais j'en veux quand même à l'entourage du chef de l'État. Surtout, il faut que ceux qui entourent le président s'interrogent qui a pu rédiger un tel discours pour mettre cette phrase-là, premièrement. Deuxièmement, même ceux qui ont rédigé la charte, à ce niveau aussi, on peut leur en vouloir un tout petit peu. Parce que voilà des gens qui ont rédigé la charte, parce que la Constitution n'existe plus à partir du moment où il y a prise de pouvoir extra-constitutionnelle. Il y a une mise entre parenthèses de la Constitution. Mais dès qu'on a rédigé la charte dit bien dans l'une de ses dispositions que tous ceux qui ont pris part, tous ceux qui ont été impliqués au niveau des organes de la transition ne pourraient pas être candidats, notamment les membres du gouvernement. Ils ont mis cette disposition, mais lors de la composition du premier gouvernement de transition, ils ont quand même vu comment le président, on lui a donné le titre de ministre de la Défense et de ministre de l'Intérieur. Tout cela, c'est le chef d'État ne peut pas être au four et au moulin, surtout dans un contexte de prise de pouvoir de ce genre où il faut tout surveiller, il faut tout garantir, mais que les gens rédigent des textes qui, à la limite, ont piégé le président de la République dans son image. Parce que c'est l'image du président de la République qui prend un coup, parce qu'il aurait lu un discours qui a été préparé, et qui dit que dans l'un des passages, qu'il rendrait le pouvoir aux civils au terme des élections. Et qu'en plus, lors de la formation d'un gouvernement, il est déjà président de la transition, mais on a vu comment il a été fait ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il n'y avait pas des conseillers juridiques, est-ce qu'il n'y avait pas des conseillers politiques qui pouvaient dire au président, attention, la charte dit ceci, vous ne pouvez pas prendre le poste de ministre de la Défense et le poste de ministre de l'Intérieur. C'est des subtilités politiques, des subtilités juridiques dont il faut tenir compte lorsqu'il y a ce genre d'événement. Et donc moi j'en veux un tout petit peu à l'entourage du chef de l'État, notamment toute la panoplie des conseillers juridiques, des conseillers politiques, jusqu'au secrétariat général. Comment ils ont pu laisser passer ce genre de passage, que ce soit au niveau du discours, jusqu'au niveau de la rédaction de la charte. Mais de ce point de vue, je finis par répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout se joue au niveau de la volonté populaire. Le peuple est souverain et si le peuple gabonais, dans sa souveraineté, veut que le président Oligui soit candidat, je pense que c'est la volonté populaire qui devra s'imposer. Il y a le peuple souverain, la souveraineté du peuple qui devra donc
s'exprimer en toute responsabilité par rapport à l'enjeu de cette élection présidentielle cette année 2025. Il y a aussi le nouveau code électoral, on l'a dit, dont l'une des dispositions permet désormais à certains corps de métier de pouvoir briguer la magistrature suprême, notamment les comptables, les magistrats et même les forces de défense et de sécurité. Donc à partir de là, le code appliqué, on verra s'il y a au sein des forces de défense et de sécurité une candidature qui viendrait de ces forces de défense et de sécurité afin de pouvoir participer à cette élection présidentielle très attendue. Jonathan Toutoum Ngom, il y a affiché par le Comité pour la transition et la restauration des institutions cette volonté ferme de lutter contre les malversations financières initiées dès les premières heures de la prise du pouvoir par le CTRI à travers l'arrestation de certains collaborateurs de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, la découverte de plusieurs milliards de francs CFA au sein de plusieurs domiciles. Le CTRI ne veut pas trahir cette volonté de vouloir véritablement trancher avec l'ordre ancien. Il y a quelques jours, lors du Conseil des ministres, dans le communiqué final, on a annoncé le débarquement, si on peut s'exprimer ainsi, de certains hauts gradés de l'armée gabonaise à la suite du meurtre, finalement, du jeune Yohan Bunda, ce jeune de la Marine nationale retrouvé dans une morgue à l'hôpital militaire, une affaire qui a défrayé la chronique, qui aurait été torturé dans les locaux de ce qu'on appelle le B2. Et d'ailleurs, on a vu que la chaîne de commandement du B2 a été impactée par cette décision. On a donc procédé à des remplacements des hauts responsables du B2. Est-ce que c'est une réponse ferme apportée par Brice Clotaire Oligui Nguema qui souhaiterait que l'armée gabonaise soit une armée exemplaire au service du peuple gabonais? Non, mais je pense que la réponse n'est pas ferme. La réponse n'est pas du tout ferme. Ce n'est pas ce que le peuple gabonais attend du président Oligui. Le peuple attend que les responsables de l'assassinat de notre jeune compatriote soient sévèrement punis, quel que soit leur grade, quel que soit leur statut. À partir du moment où la culpabilité a été prouvée, est avérée, le simple remplacement à leur poste de responsabilité ne suffit pas. Il faut que le président Oligui, il faut que la justice gabonaise donne un exemple, parce qu'on ne peut pas assassiner un compatriote comme ça sans qu'il y ait des têtes qui tombent. Si les têtes doivent tomber, il faut qu'elles tombent. Il faut que le président Oligui donne l'exemple à partir de ses frères d'armes qui ont commis une bévue, des bévues intolérables. Donc, de ce point de vue, je pense que le simple remplacement de leur responsabilité ne suffit pas. Il faut que la justice s'impose. La main de la justice ne doit pas trembler. La main du général Oligui ne doit pas trembler. Sinon, ça ressemblerait à une solidarité de corps. Or, ici, en l'espèce, il n'y a pas question de solidarité de corps. Ces frères d'armes ont commis une bévue et ils doivent en être punis. Justement, de la plus ferme des manières. Alors, c'est par voie de presse que l'on apprend que certains agents de force de l'ordre qui ont été, qui sont dans cette affaire, cités dans l'affaire, auraient été conduits à la prison centrale de Libreville après que la culpabilité ait été prouvée. Ils sont désormais déférés, donc envoyés en prison. Comment comprendre justement ce que par voie de presse, que l'on apprenne ce type d'informations, sachant que le procureur de la République s'était prononcé, avait fait une communication lors de, je pense, de l'ouverture de l'enquête, et après silence radio, il n'y a plus jamais eu de suite en termes de communication sur cette affaire, que l'on apprenne par médias en ligne en plus qu'il y aurait... On ne doit pas assister à l'anonymat des décisions de justice, surtout lorsqu'il s'agit de prouver, de donner une certaine exemplarité. Je pense que ce genre de procès doit être public, filmé à la télévision pour dissuader le reste des Gabonais qui pourraient être tentés
de procéder de la même manière. Donc, de ce point de vue, je pense que le fait qu'on apprenne par voie de presse que les auteurs de cet assassinat auraient été emprisonnés ne convainc pas les Gabonais. Les Gabonais auraient souhaité, d'ailleurs plusieurs mettent cette information en doute, les Gabonais auraient souhaité qu'il y ait respect du parallélisme des formes. Vous le dites bien, que le procureur de la République s'est exprimé publiquement sur cette affaire, et alors l'arrestation, l'emprisonnement ou le jugement des auteurs de ces crimes doivent se dérouler de manière publique pour que les Gabonais sachent que vraiment justice a été faite, pour que les Gabonais sachent que l'exemplarité a été prouvée, a été donnée par les plus hautes autorités, pour qu'on ne parle pas de solidarité de corps. Donc, je pense qu'à un moment donné, qui aime bien châtie bien, nous aimons bien le président Oligui, mais en même temps, il faut qu'il prouve aux Gabonais que tout ce qu'il a dit, dans le sens de la restauration, de la dignité des Gabonais, soit prouvé et soit mis au bout du jour. Jonathan Toutoum-Ngom, revenons aux aspects purement politiques en rapport avec cette élection présidentielle de 2025. Alors, mobilisation déjà présente sur le terrain des associations, des différents mouvements politiques qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema. Les partis politiques, eux, ne se font pas encore voir, même si ils ont, depuis le 30 août 2023, apporté leur soutien et continuent de réaffirmer ce soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Le dernier soutien en date réaffirmé est celui du RPM de Hugues Alexandre Barrot Chambrier. Le Parti démocratique gabonais, lors de la campagne référendaire, avait appelé à voter oui, en faveur donc du oui lors du référendum, et réaffirmé son soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Quel attelage voyez-vous justement par rapport à cette élection présidentielle et cette probable candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema? Bon, je me méfie un peu des attellages. Vous savez, il faut que le président, c'est vrai qu'en politique, ce qui compte, c'est l'addition. L'une des lois en politique, c'est la loi additionnelle, c'est la loi de la multiplication. Il faut toujours additionner ou multiplier ses soutiens. Mais en même temps, il faut aussi se méfier d'un optimisme très béat. J'ai souvenance des sondages qu'on avait, des faux sondages qu'on avait réalisés en faveur d'Ali Bongo en 2016, alors que nous étions aux côtés de Jean Ping à cette élection-là. Depuis fin 2015, nous avons rejoint Jean Ping, nous étions dans ce que certains appellent l'opposition radicale, et qu'on avait dit à Ali Bongo qu'il allait gagner à plus de 70% et que les sondages le prouvaient. C'est ce qui avait même fait en sorte qu'on fasse venir les observateurs de l'Union européenne. Mais grande a été la surprise de constater la bérésina qui s'est déroulée au cours de cette élection, malgré les réponses, enfin, malgré les résultats rendus publics par le ministère de l'Intérieur, confirmés par la Cour constitutionnelle. Mais la conscience collective des Gabonais, c'est que c'est Jean Ping qui avait gagné cette élection. Donc je pense que le président Oligui devrait se méfier de tous ces soutiens en provenance des associations, encore que je reste très réservé par rapport à l'action politique des associations, par rapport à l'action politique de la société civile, parce que ces structures n'ont jamais eu un maillage territorial. Et maintenant, au niveau des partis politiques, rien n'explique aujourd'hui pourquoi les partis politiques restent à fond depuis la fin du dialogue national inclusif, mais peut-être que les nouvelles conditions qu'on avait annoncées, c'était des propositions qu'on avait annoncées pour l'existence ou la création des partis politiques, c'est ce qui peut gêner un tout petit peu. Mais toujours est-il que, bon, en termes d'attelage, je pense que l'histoire va s'accélérer à partir du moment où la candidature du président Oligui serait annoncée ou pas. C'est en ce moment qu'il y aura de véritables prises de position. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des grands partis politiques qui prennent part dans les organes de transition, notamment l'Union nationale, notamment le RPM du professeur Alexandre Barrot Chambrier, notamment
ce qui reste encore du Parti démocratique gabonais. Mais justement, donc, on parle de Parti démocratique je ne vois pas très bien comment, je ne vois pas très bien comment un attelage pourrait regrouper le PDG, le RPM, dont on connaît les stigmates de la séparation, l'Union nationale, qui n'a jamais oublié l'Union nationale qui n'a jamais oublié les démocrates du président Guizou Bandama, ces partis qui n'avaient jamais oublié parfois les humiliations qu'ils ont subies de la part du Parti démocratique gabonais à l'époque triomphant. Est-ce que cet attelage pourra tenir, ou bien chacun des partis pourrait soutenir le président Oligui, dans le cas où il serait candidat, pourrait le soutenir en dehors de tout attelage? Ah bon, ce serait aussi au président Oligui d'imprimer sa marque par rapport à sa candidature, si jamais il manifestait la volonté de se présenter. Vers la création d'un mouvement populaire. Mais je ne sais pas si par le temps qui court, ou bien au regard du temps qui reste avant la fin de la transition, il est encore possible de créer un parti politique. Parce qu'en 2000, se sont beaucoup coupés. Mais il faut se méfier, j'ai envie de dire, il faut se méfier des coalitions et des alliances. En 2009, un premier candidat consensuel, André Mbaobam, de la part de l'opposition à l'époque, avait causé de sérieux problèmes à Ali Bongo. En 2016, Jean Ping, candidat consensuel, a battu Ali Bongo, malgré tout ce qu'on peut dire. Et puis, maintenant, en 2023, on a vu qu'en moins de 2 semaines, le professeur Ondoussa, soutenu par les Barreaux Chambrier, les Raymond Dongsima et bien d'autres acteurs, a été désigné candidat consensuel et est reconnu comme le véritable vainqueur de cette élection. Et donc je pense qu'il faut qu'on se méfie des candidats consensuels qui se regroupent. Or, le président Oligui étant au pouvoir aujourd'hui, je pense qu'il va falloir, de son côté, s'il manifeste la volonté, moi je reste toujours prudent, s'il manifeste la volonté d'être candidat, ben, il va falloir qu'il imprime sa marque pour faire en sorte que tout attelage qui se formera à ses côtés brille d'abord par la solidarité, la discipline, parce qu'il y a trop de mauvais souvenirs entre ces anciens, parce que le gros des effectifs de l'Union nationale provient du PDG, notamment au niveau de la tête. Le gros des effectifs du RPM au niveau de la hiérarchie provient du PDG. Le gros des démocrates provient du PDG. Et donc, de ce point de vue, certains n'oublient pas de très mauvais souvenirs, des blessures qu'il va falloir faire cicatriser. Comment exister justement dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, certains estimant même que le PDG pourrait être finalement une sorte d'épine dans la chaussure ou dans le pied du du candidat. Je le pense aussi. Je pense que le PDG pourrait être encombrant. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema peut faire face, il est candidat à un problème d'éthique par rapport au Parti démocratique gabonais dont on connaît le pedigree, dont on connaît également qu'il cristallise encore pour certains Gabonais l'échec de ces dernières décennies dans notre pays en matière de gouvernance dans notre pays, même si on sait que le Parti démocratique gabonais continue d'exister, travaille et sur le terrain. Dernièrement, on a bien vu qu'il y a, enfin, l'annonce a été faite, hein, un ralliement de démissions au sein de certains partis politiques et un ralliement de plus de 3000 personnes au sein du Parti démocratique gabonais. Ça veut dire que le PDG continue à faire rêver certains. Bon, il y a des réminiscences, il y a des gens qui croient encore au PDG, mais dans quelle partie du territoire aussi? Donc, de ce point de vue, le PDG reste encore un parti politique, mais il appartient au président Oligui. Soit il applique la loi de l'addition, de la multiplication, ne pas laisser quelqu'un rade, faire en sorte. Mais comme on l'avait déjà dit, un de ses porte-paroles, son porte-parole par un de ses porte-paroles, mon petit frère Télésphore Bamigou me l'avait dit au cours de ses points de presse que c'est au peuple de prouver qu'ils ne veulent plus du PDG. Donc, je pense qu'il appartiendra au président Oligui de faire des choix politiques. Maintenant, vous posez un problème d'éthique et de morale vis-à-vis du PDG.
Vous savez, on ne fait pas la politique avec la morale, on ne la fait pas davantage sans. Donc, de ce point de vue, il appartient au président Oligui d'imprimer sa marque et de faire son appréciation vis-à-vis du PDG, en fonction aussi des renseignements qui lui sont donnés, en fonction des bulletins de renseignements qui lui sont donnés, en fonction des forces vives sur le terrain. Quels sont les points forts du PDG aujourd'hui, quels sont ses points faibles, quelles sont les régions où le PDG peut encore véritablement exister, quelles sont les régions où on prendrait le risque à parler du PDG. C'est au président Oligui, mieux informé que quiconque, d'apprécier. Et pour la suite, évidemment, cette mobilisation également qui est en train de prendre forme du côté des partis politiques, notamment ceux dits opposés à la politique du Comité pour la transition et la restauration des institutions, cette espèce de coalition née il y a quelques jours et à la faveur d'une conférence de presse, on a bien vu que Pierre Claver Banganga Moussavou, le professeur Albert Ondo Ossa, Alain-Claude Billy Binzé et Ali Akbar Onanga Yobege ont donc pu se coaliser afin de pouvoir parler d'une même voix. Est-ce que vous pensez que ce type de rassemblement, de mouvement, de coalition va aller crescendo, notamment au sein de l'opposition, pour véritablement opposer une résistance farouche à Brice Clotaire Oligui Nguema? Cela dépendra des correctifs que le président Oligui et le CTRI pourraient apporter au niveau de leur gouvernance. Parce que vous avez souligné tout à l'heure qu'il y a quand même quelques erreurs à déplorer, notamment la question des détournements. Et d'ailleurs, c'est surprenant, on ne peut pas comprendre qu'au moment où les militaires ont le pouvoir, même s'ils ne l'ont pas à 100%, mais au moment où ils ont le pouvoir, on pensait que, d'ailleurs, plusieurs personnes, plusieurs Gabonais souhaitaient l'arrivée des militaires à la tête de l'État pour essayer d'arrêter une certaine gabégie. Mais nous ne comprenons pas le courage qu'ont certains compatriotes de pouvoir détourner les deniers publics au moment où on parle d'un pouvoir militaire. Maintenant, ça dépend des correctifs que le CTRI et le président Oligui et le gouvernement de transition pourraient apporter par rapport aux erreurs qu'on observe pour l'instant, notamment au niveau des entreprises parapubliques, au niveau de certaines réalisations, au niveau du chômage dans le pays qui ne semble pas baisser. Peut-être que cette coalition formée par les 4 personnalités que vous avez citées tout à l'heure pourrait grossir. Mais je pense que de ce côté, ils ont un problème du message et du messager. Le problème du message et du messager, c'est que le message peut être bon, mais si ceux qui portent le message ne sont pas très appréciés par la population en considérant, par exemple, le passé de certains d'entre eux, ça peut poser un problème. Le message peut être audible. Donc, je pense que cette coalition, que je ne néglige pas du tout, parce qu'en politique, il ne faut négliger personne. On a vu André Mbaobam, qui a été pendant 25 ans l'une des personnalités les plus haïes des populations pendant le pouvoir de Omar Bongo, refaire sa cote de popularité en 12 jours de campagne. Donc, il ne faut négliger personne en politique. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître qu'au-delà de la valeur de certains d'entre eux, moi, je ne peux pas négliger le professeur Ondosa, qui est quand même le véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle. Je ne peux pas négliger le candidat Pierre Claver Maganga Moussavou, le président Pierre Claver Maganga Moussavou, qui est quand même candidat à l'élection présidentielle depuis 1993 et qui a des subtilités, qui a une certaine expérience des joutes électorales. Je ne néglige pas non plus M. Alain-Claude Billy-Bizet au regard de son parcours politique exceptionnel. Donc, de ce point de vue, mais il faut aussi reconnaître les points faibles qui peuvent être ceux de cette coalition, notamment la question du message et du messager. J'ai l'impression qu'à ce niveau, leur message peut être bon, ils peuvent avoir un bon discours, mais ce que les populations disent, c'est que ce n'est pas en ce moment que vous pouvez avoir ce discours, puisque vous aviez été là. Et lorsque les gens criaient, voilà ce que vous répondiez. Donc, c'est selon. Donc, c'est à ce niveau que le problème peut se poser, même si parfois ce qu'ils peuvent dire, certains arguments qu'ils peuvent avancer sur le plan scientifique, sur le plan économique, peuvent valoir leur pesant d'or. Mais le délit de faciès est encore important à ce niveau et c'est ce qui peut poser problème. Autrement dit, je pense que
les jours qui arrivent pourraient mieux nous renseigner au regard, par exemple, de l'évolution de la gouvernance du CTRI, du président Oligui, et au regard de la constitution de cette coalition, des personnalités peut-être qui pourraient la joindre. Pour ce qui me concerne, moi, ça ne fait aucun doute que, pour l'instant, je me suis engagé du côté du président Oligui pour pouvoir soutenir sa transition. Et de ce point de vue, mais bon, on regardera quels seront les acteurs et les forces en présence, et à partir de là, chaque Gabonais se déterminera. Jonathan Toutoumgom, en guise de conclusion, quels sont, selon vous, en tant qu'universitaire, en tant que fin observateur du landorno politique gabonais depuis 1990 notamment, quels sont les enjeux de cette élection présidentielle de 2025 pour le Gabon? Les enjeux de cette élection de 2025, c'est d'abord le caractère exceptionnel de cette élection, c'est qu'il n'y a pas de parti au pouvoir. Ce n'est plus un PDG triomphant au pouvoir qui disait détenir la machine qui est au pouvoir. Donc, de mon point de vue, et très objectivement, ça devrait être une élection tout à fait libre. C'est-à-dire que les acteurs, les candidats pourraient partir avec des chances égales, même si du côté de la coalition dont vous venez de parler, on pense que si le président Oligui est candidat et qu'il pourrait influencer le vote, ce que je ne crois pas trop. Donc, c'est une élection qui pourrait être tout à fait libre, qui pourrait être crédible et relativement transparente, parce que il n'y a pas de transparence absolue au cours d'une élection. Même la dernière élection de Trump, enfin la première élection de Trump aux États-Unis, vous savez ce qui s'était passé, et même Trump s'est plaint lors de sa défaite contre Biden, comme quoi les démocrates auraient triché. Donc, la transparence absolue, je n'y crois pas trop. Mais je pense que ça peut être une élection très ouverte où les gens, les forces en présence auront peut-être les mêmes atouts, les mêmes chances. Bon, en même temps aussi, il faut comprendre qu'après 40 ans, après plus de 50 ans du pouvoir PDG, c'est la première fois que les Gabonais vont se rendre aux urnes à la suite d'une période de transition. C'est aussi l'exception. Donc, les enjeux de cette élection, ce sont les enjeux d'espoir. Les enjeux d'espoir de voir à la fin de compte un Gabonais réellement élu accéder à la magistrature suprême, où les vaincus pourraient féliciter le vainqueur. Mais en même temps, il faut que les règles du jeu soient respectées et qu'il faut que nous développions un nouveau rapport à la loi, c'est-à-dire savoir reconnaître que j'ai perdu et que l'autre a gagné, et que le gagnant sache tendre la main à ceux qui auront perdu dignement. Donc voilà pour moi les enjeux. Les enjeux aussi, c'est de relancer véritablement la machine économique du Gabon. Dès qu'on aura fini ce cycle électoral, il faut qu'à un moment donné, le Gabon cherche à travailler pendant les 6 ans à venir. C'est-à-dire dès qu'on aura terminé jusqu'en août la période de transition avec l'élection présidentielle, l'élection législative et l'élection locale, il faut que nous laissions place au travail, notamment dans la construction économique et le développement, l'ouverture des grands chantiers pour relancer la machine économique du Gabon afin de développer le pays, afin de baisser le chômage qui étrangle les jeunes aujourd'hui, afin de faire en sorte que nous ayons des voies de communication, parce qu'aujourd'hui, le Gabon est l'un des seuls pays de la CEMAC qui ne soit pas relié par un autre pays à travers une voie de communication, notamment les routes. Donc il faut penser à tout cela, à ces grands chantiers qui pourraient non seulement impulser le développement, mais aussi donner des possibilités, donner des atouts, des potentialités au niveau des jeunes par rapport à l'emploi et l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse. Voilà pour moi les enjeux de cette élection de 2025. Jonathan Toutoumgom, merci. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de cette émission présidentielle 2025, on vous dit tout, sur notre chaîne Web TV généraliste, La Matrix. Merci de nous avoir regardés. Oui, à la prochaine.